Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Martin. Eh bien, merci de démarrer votre journée du mercredi 28 octobre 2020 avec nous. Wakhabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue dans un instant, les unes des journaux, mais avant le sommaire de cette édition, nous venons de choisir notre candidat, c'est Patrice Talon. Ainsi s'exprimait au soir du lundi 26 octobre, Robert Gouillan, secrétaire général national adjoint du bloc républicain. Il venait alors de confirmer le choix du candidat du parti pour la présidentielle d'avril 2021. Résolution prise à la suite d'une réunion du bureau politique élargi aux ministres, aux députés et aux maires du bloc républicain. Retour ce matin sur cette actualité du moment qui fait débat en milieu politique et dans l'opinion. Robert Gouillan est notre invité du jour. Nous en saurons davantage sur les mobiles et les contours de ce choix. Restez donc avec nous. Des débats sur la présidentielle d'avril 2021 en plateau, le forum de discussion de ce mercredi, des sujets, le poste de vice-président de la République à partir du prochain quinquennat. On jettera un regard sur la fonction, les attributions du vice-président et ce conformément aux dispositions de l'article 54-1 de la Constitution béninoise. Plus loin, la question du parrainage, plus on s'approche de l'échéance, plus on s'interroge sur ce principe qui sera à l'épreuve de la conviction en politique. Toute l'actualité, c'est ici et maintenant. Et dans le mini-journal, vous entendrez les avis des travailleurs et responsables syndicaux sur la mise en application du paiement des arriérés sur leur paye du mois d'octobre. Ingrid Day est à la présentation. Merci de prendre ces différents rendez-vous et merci de votre fidélité. Actu Matin, c'est tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les gros titres de la presse nationale ce mercredi matin, c'est avec vous, Wakhabali Para. Rebonjour Christian, rebonjour à tous. Les premières informations, comme d'habitude, nous viennent ce matin de Fraternité, approche pour la lutte contre la COVID-19 lors d'un colloque international. Abdoulaye Biotchane fait foi en la science, la bonne gestion de la crise appréciée. Information à retrouver à la page 2 du quotidien Fraternité. Face aux émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies pour une sortie de crise, Cellou Dalein Diallo impose la reconnaissance de sa victoire. Moël Bénin, bloc républicain, les soutiens à Patrice Talon s'enchaînent. La vice-présidence, l'ultime équation à résoudre. Soutenance de thèse de doctorat en socio-anthropologie, Gérard Agognon a planché hier sur l'importance de la revue de presse en langue nationale fond. À la une maintenant de Nord-Sud, quotidien cité ministérielle, la construction démarre en novembre. Le Soleil Bénin Info, relance de l'octroi des microcrédits à l'AFIA, le crédit qui vient à vous, les bénéficiaires aux anges. Quotidien Le Radar, séminaire de sensibilisation, de consultation des parents partenaires à la PGM. Le CNCB accorde du prix au programme de renforcement des capacités des chargeurs et autres acteurs de la chaîne des transports. D'ici, le directeur général par intérim, Kodjo Ablé. Quotidien Diakbata, enseignement secondaire, année scolaire 2020-2021 vers un redéploiement complémentaire surprise. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la Brévite appuie la coopérative et fait don de savets. Nous apprend donc Diakbata.
quotidien La Nation à présent perspective de l'économie nationale, une reprise de la croissance à 6% en 2021 et puis réduction de la pauvreté, le nouveau microcrédit à l'AFIA lancé. Le matin, Abdoulaye Biotchane porte le leadership du Bénin à l'international et puis relance des microcrédits à l'AFIA, des innovations et avantages pour le bonheur des bénéficiaires. Le potentiel présidentiel de 2021, Talon s'oppose à l'achat des parrainages, les microcrédits aux plus pauvres de retour. Le challenge Paul Humpe se démarque de la vendetta et met à nu le complot contre le peuple en ce qui concerne donc la marche ou le soulèvement annoncé pour le 31 octobre prochain. Louis Vlavonou présente un bilan élogieux et reçoit les félicitations des députés. Le challenge qui nous apprend donc que le président de l'Assemblée nationale a présenté à nouveau son rapport d'activité à ses collègues députés. Le matinal, réforme du système partisan, parrainage et présidentiel de 2021, le gouvernement dissipe les inquiétudes du corps diplomatique, lutte contre la pauvreté, les microcrédits aux plus pauvres relancés. Les 4 vérités, lancement de l'inventaire du patrimoine culturel national, le Bénin veut se doter d'un précieux outil de planification de politique culturelle. Et puis le CNCB qui renforce les capacités des chargeurs et acteurs des transports à Boycon. Matin libre contre le coronavirus, Abdoulaye Biotchane et ses collègues renforcent la stratégie de lutte. Bénin intelligent, présidentiel de 2021, le bloc républicain pour la continuité, inventaire du patrimoine national, Jean-Michel Abimbola engage le combat. La presse du jour pour finir. Action sociale sous le régime de la rupture. Le gouvernement lance microcrédit à l'AFIA avec d'énormes avantages. Règlement de la crise post-électorale en Guinée-Conakry. Cellou Dalein Diallo regrette la passivité de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce mercredi avec Fraternité qui revient donc sur les travaux du colloque international. Un colloque international ouvert hier et qui s'est donc penché sur la stratégie de lutte contre le coronavirus. Les propos du ministre Abdoulaye Biotchane sont rapportés donc par Fraternité. Et voilà, des propos à découvrir en page 2 du quotidien Fraternité parution du jour où le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane est revenu donc sur la bonne gestion de la crise liée donc à la pandémie du coronavirus, une gestion très appréciée par la communauté internationale. À la une du quotidien Fraternité, on découvre également ce titre face aux émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Pour une sortie de crise, Cellou Dalein Diallo impose la reconnaissance de sa victoire. Et puis en politique, il est question de Moël Bénin et puis du bloc républicain qui ont fini par choisir leur candidat. Les soutiens à Talon s'enchaînent. La vice-présidence, l'ultime équation à résoudre. Et puis un confrère désormais docteur en socio-anthropologie, Gérard Agognon, il a planché hier sur l'importance de la revue de presse en langue nationale. En tout cas, nous lui disons beaucoup de félicitations, Gérard Agognon, pour ce titre de docteur qu'il porte désormais. Alors, les informations en images sur Canal 3 et votre matinale actu matin, c'est avec vous, Ingrid. Bonjour. Oui, bonjour Christian et bonjour à tous. Ouverture hier de la rentrée diplomatique 2020-2021 avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les partenaires conviés à cette activité ont fait le tour de quelques sujets d'actualité dont la réforme du système partisan. À suivre également ce colloque international sur la population et le développement, mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement car de la COVID-19. C'est le thème autour duquel sont menées les réflexions. Les assises se tiennent par visioconférence pour les participants qui sont à l'extérieur du Bénin.
Voilà, le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Diplomatie pour ouvrir le mini-journal sur Actu Matin. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a lancé hier la rentrée diplomatique 2020-2021. Le chef de la diplomatie béninoise et le corps diplomatique accrédité au Bénin ont fait le tour de quelques sujets d'actualité, notamment la réforme du système partisan en lien avec la présidentielle prochaine. Suivons ici le compte rendu qu'ils nous font, Wahab Alikbara et Henri Ganti. La famille diplomatique renoue avec ses traditionnelles consultations, entre-temps interrompues par les réalités du coronavirus. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération fera donc le point de l'année diplomatique qui s'achève avant d'annoncer les couleurs de la rentrée 2020-2021. C'est de donner au corps diplomatique et consulaire la lecture du gouvernement sur les événements importants de la vie politique nationale et internationale et de permettre à vous d'avoir des réponses précises à des préoccupations légitimes que vous pouvez avoir, de vous permettre d'avoir une lisibilité de nos décisions et des actes que nous prenons. L'actualité nationale, évidemment, est happée par l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au calendrier de la Sénat. Il est donc certain qu'il en sera ainsi jusqu'à l'organisation des élections et la proclamation des résultats. C'est tout ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Lorsque j'ai fait un sondage parmi vous, c'est le sujet qui est venu 4 fois sur 5. Les réflexions essentiellement couvrent la question de la réforme du système partisan, largement exposée à la brochette d'ambassadeurs présents. La charte des partis politiques. Cette charte donc a été votée à la 7e législature avec 2 abstentions. L'unanimité des députés, moins 2 abstentions. Ça veut dire que c'était un test consensuel qui a été pris. Quelles sont les grandes innovations de ce test-là? C'est les conditions de création des partis, le suivi des partis politiques et de leur financement et des réflexions relatives au nomadisme politique. On sait comment on l'a appliqué et les difficultés que cela a donné à l'occasion des législatives. Nous sommes allés aux législatives, donc ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu se conformer aux nouvelles dispositions ne se sont pas présentés. D'où le Parlement de la 8e législature qu'on dit frère siamois monocolore. Au dialogue politique, il n'y avait que 11 partis politiques qui existaient légalement au pays et 9 ont accepté de participer au dialogue politique. Au lendemain du dialogue politique, le chef de l'État a reçu la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour demander de quelle manière on pourrait opérationnaliser ce qui a été décidé de façon consensuelle au moins au dialogue politique. Un groupe d'experts a été mis en place et puis a opérationnalisé tout cela. Ça a donné lieu à 6 textes. Il y a 2 textes qui ont été révisés. Les textes révisés, c'est la Constitution du Bénin. Parce que sans réviser la Constitution, on ne pouvait pas instituer des élections générales. Sans réviser la Constitution, on ne pouvait pas permettre aux femmes d'avoir une meilleure représentativité. Puisque l'article 126 de notre Constitution, au nom de l'égalité, ne pouvait pas nous permettre de faire des mesures particulières pour les femmes. Il y a eu la révision de la charte des partis politiques. Et puis, 4 nouveaux textes ont été pris. Le code électoral a été repris, c'était une refonte. Le statut de l'opposition a été revu. La loi sur le financement public des partis politiques a été prise, une loi d'amnistie.
a été prise pour permettre aux auteurs des violences de 2019 de sortir de prison et puis voilà. La rencontre a été interactive et a permis de dissiper les inquiétudes des diplomates. L'élection présidentielle d'avril prochain sera la toute première après la réforme du système partisan. Merci à vous, Wahab Alipara. Et puis, on va parler politique avec la distribution des cartes de membres aux militants du parti Union Progressiste. Ingrid. Oui, Christian, lancé il y a quelques jours, l'opération se poursuit au niveau des départements. Des militants du département des Collines reçoivent aussi leurs cartes depuis dimanche dernier. La cérémonie de lancement a été assurée par le coordonnateur départemental du parti, Imet Elena Moussou et Georges Faudonon. L'opération fait suite à la cérémonie du 14 octobre dernier à Abomey-Calavi. La remise des cartes de membres aux militants de l'Union progressiste a démarré ce week-end dans les collines. Élus locaux, communaux, les officiels et autres leaders régionaux du parti du Baobab ont rehaussé de leur présence à l'événement. La remise de la carte à chaque membre est subordonnée au paiement d'un droit d'adhésion fixé à 200 francs CFA. Tout adhérent entre en possession de sa carte de membre vérifie la conformité sur présentation d'une pièce d'identité ou sur témoignage suivi de l'émargement sur la liste des adhérents. Les adhérents dont les cartes présentent des anomalies sont enregistrés en ligne au niveau de ces agents qui sont présents. Les adhérents dont les cartes ne sont pas disponibles et dont les noms ne figurent pas sur la liste d'émargement sont immédiatement enregistrés en ligne. Dès qu'un militant perçoit sa carte, il devient membre à part entière de l'UP. Et c'est à ce titre maintenant que le travail doit démarrer. C'est à ce titre que l'évangile doit être propagé. Parce que ce dont il est question, c'est de faire en sorte que tout le Bénin devienne UP. La distribution des cartes de membres vise, entre autres, à renforcer la confiance entre le parti et les militants. Document d'identification dans l'Union progressiste, le Sésame offre à son détenteur plusieurs avantages car il va permettre de faire la différence entre les militants, sympathisants et autres. Selon le coordonnateur départemental de l'Union progressiste dans les collines, le parti veut désormais compter sur des militants confirmés, chacun dans sa position de membre de la coordination départementale, du comité communal, de superviseur ou de point focal doit jouer sa partition pour la réussite et le bon déroulement de l'opération dans le délai prescrit. Outre la consolidation des acquis du parti, cette opération de distribution de cartes de membres vise à mettre à jour le fichier électoral de l'Union progressiste, maîtriser la base de données des militants du pays, évaluer le nombre d'adhérents, préparer la mise en place des structures de base du parti et enfin jeter les bases d'une participation victorieuse de l'UP à l'élection présidentielle 2021. Je pense que c'est le moment de se battre pour la démocratie à la base à travers cette opération qu'on lance. Nous sommes donc suffisamment avertis. Notre carte de membre, notre laissez-passer. Ainsi démarré, cette phase de distribution de cartes de membres de l'Union progressiste dans les collines va s'achever le 31 octobre 2020. La cérémonie de lancement de l'opération a pris fin par la visite guidée des nouveaux locaux du siège départemental du parti du Baobab dans les collines. Voilà, on reste dans le département des collines pour parler de cette déclaration de la coordination départementale du parti Mouel Bénin. Une déclaration qui fait suite aux attaques dont fait objet le chef de l'État ces derniers jours. Réunis à Glazoué, les membres des délégations venus de différentes communes du département ont dénoncé ces manœuvres de déstabilisation et de manipulation des populations. Reportage. Sortie politique des membres de la coordination départementale des collines du parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le rendez-vous de Glazoué, selon les acteurs, fait suite à une campagne de dénigrement et d'intoxication en cours depuis quelques jours contre le président de la République et son gouvernement. Elle semble être orchestrée et conduite par certains de nos compatriotes dont la mauvaise foi ne fait point l'ombre d'un doute. Après avoir écumé les autres localités du pays, ils ont jeté, il y a quelques semaines, leur dévolu sur notre belle région.
le département des collines. Quelle sornette n'a-t-on pas entendu lors de leur fameuse sortie politique? Face à ces manœuvres de déstabilisation et de manipulation de nos braves populations, Moël Bénin ne saurait garder le silence longtemps. Quel Béninois aujourd'hui ne sait pas que ce sont des opposants politiques mal inspirés qui usurpent à des fins inavouées le respectable titre de sage ou notable de nos contrées dans le seul but d'assouvir des intérêts égoïstes. Pour ces défenseurs des idéaux du régime de la rupture, Patrice Talon est un bâtisseur et ses œuvres en disent long. Dans la région des collines, par exemple, les infrastructures construites ou en cours de réalisation sont multiples et impactent divers domaines. Un barrage de 2 millions de mètres cubes à Ayedjoko, un barrage de 12 millions de mètres cubes à Rifo, mise à disposition de 8000 kits de branchement promotionnel, renforcement du réseau d'eau potable de Savalou à partir de nouveaux forages agro-débit entièrement achevés à cela. Il faut ajouter d'autres réalisations non moins importantes. Nous avons la réhabilitation des routes Dassa-Parakou, Dassa-Savalou-Djougou, Savé, Oke-Ou, Ketou, Kové-Pamouyan. Nous n'occultons pas la construction en cours du marché international de Glasgow. Dans le domaine de la santé, on citera aussi, dans les réalisations du gouvernement de Patrice Talon, l'achèvement de l'hôpital départemental des collines à Savé. La liste n'est pas exhaustive. Décidés à travailler dans la vérité pour la patrie, ces militants de Moël Bénin se sont engagés à démasquer les commanditaires de ces agissements. Ils exhortent les populations à rester sereines et vigilantes. Par ailleurs, ils ont aussi invité les adversaires politiques du chef de l'État à savoir raison garder et surtout à mener des débats objectifs et constructifs. La pandémie de Covid-19 est au cœur d'un colloque international ouvert hier à Cotonou. Il s'agit d'un colloque sur la population et le développement placé sous le thème « Mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement car de la Covid-19 ». La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchani. Nassis Alossé nous fait le point. Face à 4 membres du gouvernement, un plateau constitué de scientifiques, de décideurs et des membres de la société civile pour débattre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de ses impacts socio-économiques. Il s'agit d'un colloque international placé sous le thème « Mécanisme de résilience au choc sanitaire dans les pays en développement ». Ce thème tire son essence de la crise sanitaire et économique qui frappe durement notre planète, tous les pays africains et particulièrement donc le Bénin. En effet, la pandémie actuelle, de par son mode de propagation, nous impose une pause afin de réfléchir sur nos politiques nationales de population d'une part et les politiques migratoires nationales, régionales et internationales d'autre part. Et pour le faire, une expertise peu commune a été mobilisée pour ces assises qui visent à éclairer les décideurs sur les choix de politique et de stratégies résilientes au choc sanitaire découlant de la Covid-19. Une initiative soutenue par le système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, l'année 2020 marque le début de la dernière décennie de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Elle est aussi marquée par cette épidémie qui vient accentuer les défis liés à la mise en œuvre des ODD. Cette situation appelle de nous tous, partenaires au développement, universitaires et décideurs, une plus grande mobilisation des actions pour être au rendez-vous des ODD à l'horizon 2030. Et à cette rencontre qualifiée de vitale pour le tissu socio-économique mondial, le Bénin, lui, n'a pas caché ses efforts déployés pour faire face à la pandémie avec une copie qui est loin d'être pâle. À ce jour, le Bénin a enregistré 2643 cas confirmés
et 41 décès. Ce nombre limité de cas et de décès est le résultat du travail des acteurs de première ligne sur les sites de dépistage, de prise en charge et dans les laboratoires. Comme vous le constatez, le Bénin fait une gestion efficace de la situation grâce à un ensemble de solutions réalistes et adaptées à notre contexte. Le ministre de la Santé l'a rappelé tout à l'heure sur tous les plans. C'est l'occasion pour moi de saluer à nouveau les efforts du comité interministériel de riposte contre la COVID-19 qui a accompli un travail remarquable sous le leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Talon. Des efforts à capitaliser. 3 jours durant, les participants à ce colloque international auront échangé sur les meilleures pratiques en matière de gestion de crise sanitaire dans les pays à faible ou moyen revenu. Ils auront aussi à susciter un creuset de réflexion entre les chercheurs et les parties prenantes sur les thématiques en vue d'identifier des approches de solutions durables. Communication et panel meubleront les travaux que les participants qui sont à l'extérieur du Bénin suivront par visioconférence. Déblocage de 15 milliards de francs CFA pour payer les travailleurs, c'est l'une des décisions, des résolutions issues de la rencontre du chef de l'État avec les syndicats il y a quelques semaines. Et quelques jours seulement après cette rencontre, le décaissement est effectif, nous confirment ici les représentants des travailleurs. Et ce que nous savions, c'est qu'on attendait aussi que le chef de l'État augmente un franc symbolique sur l'indice salarial, mais il a dit ce qui était pour lui urgent, c'était, n'est-ce pas, d'éponger les rappels. Nous avons apprécié cela, nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre, même si on serait davantage satisfait si on avait augmenté l'indice salarial, augmenté le SMIC, et donc procéder à la hiérarchisation des salaires pour que les travailleurs du secteur privé en bénéficient. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne chose. Nous avons eu des coups de fil de nos militants de base qui ont, n'est-ce pas, confirmé que eh bien, c'est effectif le paiement de ces rappels qui ont été, n'est-ce pas, qui font autour de 15 milliards. Donc les gens ont eu. Certains ont eu des millions et nous l'ont dit, ils étaient contents. D'autres ont eu une partie et estiment que, ont voulu comprendre, leur a dit c'est sur 2 mois qu'on paierait. Donc le mois prochain, puisqu'ils ont eu une partie, ils auront l'autre partie le mois qui va venir. Donc je dois dire que c'est traduit dans la réalité. Et donc la parole qui a été donnée, l'annonce qui a été faite, s'est concrétisée, la parole a été tenue. Cette rencontre n'était pas destinée à apurer entièrement les dettes du gouvernement ou de l'État vis-à-vis de ses fonctionnaires, de ses agents. Il s'agissait d'avoir une vue globale de comment cette dette est gérée et des mesures qui sont prises. Et parmi l'une des mesures la plus forte, c'est l'annonce par le chef de l'État de mobiliser 15 milliards pour apurer une partie des dettes. Donc les 15 milliards ne soldent pas entièrement les dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs. Autrement dit, les travailleurs qui reçoivent aujourd'hui de l'argent, tous ne reçoivent pas le même montant, c'est évident, mais en même temps, ils ne reçoivent pas l'intégralité de ce que l'État leur doit. Ils reçoivent en concurrence de ce que les 15 milliards permettent de faire. Et c'est ça qu'il faut clarifier. Oui, c'est vrai, certains agents reçoivent en ce moment, sur leur salaire du mois en cours, les arriérés qui ont pu être dégagés à leur profit dans le cadre des 15 milliards. C'est exact, ils reçoivent ça. Du point de vue moral, j'ai été impacté puisque de toutes les façons, c'est le résultat d'un combat. Naturellement, c'est la joie au cœur parce que c'est une dette qu'on ne savait pas qu'on allait prendre, mais finalement, c'est devenu une réalité et tout le monde est content. Tout comme leurs représentants au micro d'Action Bon Kany Action Bon, les travailleurs confirment aussi avoir remarqué une augmentation sur leur paire de ce mois d'octobre. Eh bien, je suis vraiment heureux. Et c'est parce que j'ai eu les arriérés. C'est une grande joie. J'ai juste cru à la promesse du chef de l'État et Dieu faisant, j'ai pu bénéficier de mes arriérés. Effectivement, la fois dernière, on a annoncé que pendant le mois d'octobre, que les salariés vont recevoir leur appel des arriérés que l'État nous doit. Et ça a été effectif.
nous en avons reçu. Certains parmi nous ont reçu. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu pour moi. Le respect de la parole donnée, parce que quand il a eu entretien avec les AG confédéraux, et il a donné la parole, il a dit qu'il va débloquer 15 milliards pour payer ses arriérés aux travailleurs. Et on a constaté, certains qui sont encore en attente, sûrement que les jours à venir, sûrement en novembre, ils vont recevoir le quote-part. Des inspections générales de finances et des ministères en formation à Grand Popo démarré lundi. La formation porte sur la prévention et la gestion de la fraude. Elle est financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance. Geoffroy Messan. Le Bénin continue d'œuvrer pour une meilleure lutte contre la fraude en renforçant les capacités de ses acteurs de lutte de premier plan. La formation qui s'ouvre ici, à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, réunit pour l'occasion une belle brochette des inspecteurs généraux des finances et des ministères. Ils sont là pour suivre durant toute la semaine une formation sur la prévention et la gestion de la fraude. C'est une formation qui va se faire en 2 vagues au profit des inspecteurs des organes de contrôle de l'ordre administratif Bénin. Donc il y a 100 personnes qui doivent bénéficier de cette formation et il y a une première vague au cours de cette semaine de 50 personnes qui vont bénéficier de cette formation sur la fraude et les méthodes de conduite des investigations et des enquêtes. Ça s'inscrit en fait dans la professionnalisation des organes de contrôle qui vous souviennent que lors de sa prestation de serment, le chef de l'État avait en 2016 disait qu'il allait professionnaliser les organes de contrôle pour que ce ne soit plus pour la plupart des réservoirs de cadres demi de leurs fonctions. Donc, depuis 2018, il y a des tests qui ont été pris dans ce sens-là pour sécuriser les organes de contrôle. Désormais, il y a le corps des inspecteurs de ministère qui doivent être animés par des professionnels, comme dans les corps des inspecteurs des finances, inspecteurs des services et emplois publics. C'est vrai qu'avec la réforme, l'accent est mis sur l'audit. Mais l'audit seul ne permet pas de lutter contre des questions de fraude. La formation est placée sous l'autorité du ministère du Plan et du Développement. Elle est financée par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la gestion des investissements publics et de la gouvernance par JIPG. La formation est assurée par l'Institut d'innovation en gestion et management, IGEMA. Alors, cette formation va se dérouler en 5 jours. Donc sur les 5 jours, nous aurons 4 modules phares à présenter. Le premier module va porter sur les généralités sur la fraude, le concept de fraude, sa manifestation. Et le deuxième thème va porter sur la manifestation de la fraude dans le marché public, comment faire pour identifier les fraudes dans les cas des marchés publics. Le deuxième module va porter sur la pratique de l'audit et surtout l'audit de performance. Et le troisième module sera relatif au processus de conduite donc des investigations et des enquêtes. La fraude, c'est tout comportement illégal, tout comportement qui peut avoir pour l'intention de nuire et de faire bénéficier donc disons la personne qui commet l'acte. Par conséquent, la fraude peut être appréhendée dans toutes les dimensions, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina. C'est vrai qu'il faut avoir une approche contextuelle parce que selon les pays, on a quand même le facteur culturel qu'il faut tenir compte, mais aussi il faut avoir également l'organisation, la qualité des procédures mises en place qui peuvent laisser des failles et qui peuvent permettre donc la manifestation donc, de fraude. Avec les acquis de cette formation, les inspecteurs généraux des finances et des ministères devront être plus performants et ainsi mieux protéger le patrimoine de l'État. Une délégation des élus français d'origine béninoise à Djougou, conduite par son premier vice-président Michel Padonou. La délégation procède depuis lundi dernier à l'évaluation des différents services de la mairie de Djougou pour aboutir à des recommandations en vue d'améliorer davantage les prestations offertes aux populations, suivant respectivement le maire de la commune de Djougou et le premier vice-président de l'IFOB. Ce sont des élus qui exercent au niveau des différentes communes françaises. Mais ils ont un lien avec le Bénin et ils se sont mis en association pour apporter un peu à leur commune, à leur patrie d'origine, qu'est le Bénin. Et dans ce cadre-là, ils ont eu à signer une convention avec l'Association nationale des communes du Bénin
et ils viennent chaque année pour nous apporter leur expertise, pour nous permettre de nous améliorer au niveau des communes du Bénin. La décentralisation elle est toute récente au Bénin et nous avons encore du chemin à faire pour pouvoir en apprécier tous les aspects. Mais on ne peut pas aussi se priver de profiter de l'expertise de ceux qui ont commencé avant nous, avec qui nous avons en commun l'appartenance à la même patrie. D'abord, il s'agit d'un audit qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas une inspection. Et le maire a dit fort justement tout à l'heure qu'elle n'a pas valeur punitive, bien au contraire. Un audit qualité se structure autour de deux pensées fortes. Votre système fonctionne. Il y a des citoyens, des usagers, des clients qui viennent ici tous les jours où vous êtes ouvert. Vous les servez du mieux que vous pouvez. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais vous sortez un service. Eh bien, ce que vous sortez de bien est acté comme faisant partie de votre patrimoine positif. Puis, il y a une seconde partie que nous appelons les axes de progrès, c'est-à-dire c'est ce qui marche moins bien. Et nous actons aussi de ce qui marche moins bien. Puis, il y a une troisième colonne qui est celle de l'autorité communale, avec ses cadres, de dire voilà ce qui marche moins bien, comment nous faisons pour que ça marche aussi bien que ce qui a été dans le patrimoine positif. Vous voyez, ce qu'on vient de dire là, ça paraît simple, mais c'est à la fois exigeant et ça détermine de la gouvernance d'une collectivité. Éducation pour finir, Gérard Gagnon, promoteur du quotidien. L'événement précis est désormais docteur en sociologie, anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu sa thèse en doctorat ce mardi. Son sujet de recherche a porté sur les fonctions sociopolitiques de la revue de presse en langue nationale, Fonds au Bénin. Reportage. À l'issue donc des délibérations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur. C'est le couronnement de plusieurs années de recherche scientifique. Avec la mention très honorable à l'unanimité du jury. Une mention très honorable avec félicitations du jury pour valider le travail de l'impétrant Gérard Gagnon. En quelques minutes, il a brillamment défendu sa thèse de doctorat dont le sujet porte sur l'emprise du journaliste sur les politiques publiques, les fonctions sociopolitiques de la revue de presse en langue nationale Fonds au Bénin. Cette thématique tire son essence du fondement de l'emprise qu'exercent les médias sur les politiques publiques. C'est-à-dire comment les politiques publiques utilisent les médias à travers la revue de presse pour atteindre leur objectif de faire évoluer une réforme. Comment les médias, les politiques publiques utilisent la revue de presse qui permet aux politiques publiques d'atteindre donc les résultats. Dans ses recherches, l'impétrant a démontré comment les journalistes, auteurs d'articles de presse, les animateurs de la revue de presse, les patrons de presse et les membres de la HAC contribuent à l'atteinte des objectifs dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. La conclusion à laquelle est parvenu Gérard Gagnon est que la revue de presse en langue nationale Fonds est capitale. L'étude change la perception du quatrième pouvoir. On pensait que c'est la presse globale qui avait une emprise sur les populations, mais en réalité la revue de presse, elle est beaucoup plus adaptée à nos réalités. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui de l'engouement que la revue de presse en Fonds B, c'est-à-dire en langue Fonds au Bénin, ce qu'elle fait? Ouais, tout Cotonou s'arrête quand la revue de presse commence, que ce soit chez Café FM ou bien chez l'autre radio, Planète, tout s'arrête. Tout le monde au marché, à Dantokwa, un peu partout, et même à la limite de l'hystérie. Parce que c'est un canal, un véritable vecteur d'explication des politiques publiques. Et d'ailleurs, vous voyez que les politiques s'en saisissent. C'est à travers la revue de presse en Fonds, par exemple, que les politiques essaient de se positionner.
Ils essayent donc de marchandiser avec donc, les journalistes pour voir comment est-ce qu'à travers la revue de presse, on peut améliorer leur image de marque et à partir de là, conserver leur position. Mais de l'autre côté aussi, la revue de presse en Fongbe permet de modifier leurs décisions, de modifier les politiques publiques quand elles ne sont pas bien faites. Les membres du jury ont apporté leur contribution pour améliorer le travail qui leur a été présenté. Travail conduit dans une démarche méthodologique appropriée. Le désormais docteur Gérard Agoyon est lui aussi patron de presse et ancien secrétaire général du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Il fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi en sociologie, anthropologie, option sociologie de développement. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Ingrid. Très bonne journée du mercredi. À vous, on va se retrouver... quel jour? Vendredi. Vendredi prochain. Voilà. Merci beaucoup, puisque demain, c'est chômé, férié. Merci beaucoup. Bonne journée. Mesdames et messieurs, vous restez avec nous dans un instant. Eh bien, nos discussions en plateau avec Wahab Alipara et Herman Parfait à Niambossou. On parlera des sujets en rapport avec la présidentielle de 2021 et puis ce que nous allons cette fois-ci expérimenter chez nous au Bénin, le poste de vice-président désormais constitutionnel est créé. En tout cas, le débat se mène en ce moment dans les milieux politiques. Patrice Talon, candidat, qui sera son vice-président. Quel autre candidat pour la présidentielle de 2021 et quel autre vice-président pour la présidentielle de 2021. On reviendra donc sur les attributions du vice-président en plateau avec Herman et Wahab Alipara. Et juste après, l'actualité parle depuis quelques jours de la candidature de Patrice Talon et de ses soutiens, donc le bloc républicain qui a choisi Patrice Talon comme étant son candidat pour la présidentielle de 2021. Quelles sont les raisons et les contours de ce choix? On recevra en plateau Robert Bien, il est député à l'Assemblée nationale et secrétaire général national adjoint du bloc républicain. Il sera avec nous pour nous apporter les précisions. La pub juste après le forum. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou-Bedroumendé, 2e rue après le carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbenin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. 7h47, merci de nous rester fidèles. Herman Niambossou, bonjour. Bonjour, Christian. Bienvenue Wahab Alipara, rebonjour et bienvenue en plateau. Rebonjour, Christian, rebonjour à tous. Voilà, premier sujet. Bonjour, Wahab Alipara. Vous ne vous êtes pas vu dans les couloirs des canals. D'accord. Alors, on va parler du poste de vice-président de la République, c'est la nouveauté, la République du Bénin, après l'adoption de cette constitution au mois de novembre 2019. Alors, les attributions de cette fonction, je dirais nouvelle, on va en parler.
D'abord, l'article 54.1 de la Constitution dit ceci, et je cite, « Le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement, il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. » Et par la suite, l'autre alinéa qui dit qu'il est le grand chancelier de l'ordre national, et plus loin, troisième alinéa, ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle. Le vice-président restera donc le vice-président et donc grand chancelier de l'ordre national du Bénin, Herman Agnamboussou. Un poste au contenu vide, selon vous? Poste contenu vide, oui, on est tenté de le dire ainsi, parce que justement, quand on voit un peu ce qui a été donné comme prérogative, pour je mets ça en griffe encore, au vice-président, qui, ma foi, est également élu au même titre que le président de la République, parce que la même constitution décrit les conditions à remplir pour être vice-président, les mêmes conditions que doit remplir le président de la République. Et donc, je pense que le poste de vice-président, à mon avis, a été pensé pour juste assurer les arrières, pour faire en sorte que le président de la République en exercice, s'il en venait à être empêché d'exercer le pouvoir ou à être définitivement empêché, que quelqu'un soit là pour continuer la politique du gouvernement, la politique qu'il aurait mis en place. Et donc je pense que le poste de vice-président, à mon avis, c'est quand on voit un peu dans les différentes dispositions qui organisent ce poste-là, on dit que c'est incompatible avec plusieurs autres fonctions. Ça veut dire que vous êtes vice-président, mais vous allez à la grande chancellerie, encore qu'on a vu ce gouvernement qui n'a pas la décoration facile, et donc vous allez vous asseoir là-bas. Et même si la décoration n'est pas facile, il y a quand même eu décoration, des Béninois qui sont décorés, des étrangers de même. Oui, Wahab Ali Para, votre lecture sur ce poste de vice-président? Oui, le poste de vice-président, quand on tient compte des tests, n'est-ce pas, et les attributions qu'on lui donne, on peut dire que c'est un poste à contenu vide. Mais il faut faire peut-être attention, il s'agit d'un poste politique où dans la pratique, les choses peuvent aller au-delà, n'est-ce pas, de ce que disent les tests. Quand on dit, c'est vrai que le vice-président représente le chef de l'État, c'est-à-dire que les deux ne sont pas ensemble. C'est en l'absence du chef de l'État qu'il le représente. Le chef de l'État peut l'envoyer en mission, représenter donc sa personne à un colloque international, sous-régional, etc. Mais ça sous-entend que les deux ne vont pas ensemble. Le vice-président ne prend pas part aux actions du gouvernement, il ne participe même pas au conseil des ministres et autres. Et donc, ces grands rôles, ces grandes fonctions, c'est beaucoup plus la grande chancellerie. Et hier, le député Orden Aladati, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, lors des échanges de ce briefing que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a eu avec le corps diplomatique, où donc Orden Aladati était invité à partager un peu avec les diplomates les nouvelles réformes constitutionnelles, n'est-ce pas? Il a rappelé qu'il s'agissait de ne pas laisser le vice-président, n'est-ce pas, se tourner les doigts, et donc on lui a donné la grande chance. Donc c'est un poste plus ou moins stratégique, le contenu quelque peu vide, mais quand on regarde tout cela et qu'on doit s'en tenir effectivement au test, on sent que le vice-président ne fait pratiquement rien. On le met à la grande chancellerie, si le jardin de Mathieu est mis en œuvre, et donc parce que la grande chancellerie n'est pas loin de là, c'est pour que vous faites voilà, donc il aura à contempler les beaux fleurs, les belles fleurs qu'on va installer là-bas. Il va bénéficier également des bruits des camions qui vont passer par là pour aller au port, Mais il y a également les journées de mise en terre des plans, n'est-ce pas, où on peut peut-être attendre que le vice-président, plutôt que de voir le chef de l'État procéder au lancement officiel de tel et tel autre, il est désigné. Mais dans un cas comme dans l'autre, on sent que même un ministre de la République est beaucoup plus en activité et sollicité, n'est-ce pas, que le... Alors, il y a une raison que vous avez évoquée, que vous avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure, puisque vous étiez du côté du ministère des Affaires étrangères, vous avez suivi pour nous
cette activité entre le ministre des Affaires étrangères et puis les représentants du corps diplomatique accrédité au Bénin. On dit que, bon, le vice-président, oui, c'est le vice-président, il est élu au même titre que le président de la République, même si par la suite, c'est le président de la République qui exerce les fonctions, mais le vice-président, lui, on lui confie juste le poste de grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. C'est quand même quelque chose, Herman Anyambossou. Est-ce que là, on ne fera pas un travail par la suite, en tout cas, revoir un peu l'organisation au niveau de la grande chancellerie pour qu'il soit beaucoup plus actif, plutôt que ce que nous avons vu pendant plusieurs décennies déjà se faire du côté de la grande chancellerie. Jusque-là, la loi est dure, mais c'est la loi à ce stade de l'évolution de la démocratie béninoise. Le poste de grand chancelier n'a pas varié. On sait ce que le grand chancelier a fait, c'est que la commission s'assoit pour étudier les dossiers présentés devant elle et voir si telle personne mérite telle distinction ou pas. Mais justement, je me demande si le débat a été sérieusement fait au Parlement pour qu'on aille un peu à ce qu'on donne. En fait, le débat a été fait pour donner du contenu au poste de vice-président. Parce que justement, quand on dit par exemple que le vice-président et le président doivent remplir les mêmes conditions, d'âge surtout, l'âge, je me dis, un vice-président par exemple, un président qui a 42 ans et qui choisit comme vice-président quelqu'un qui a 68 ans, d'accord, ça pose problème. Ça pose problème à mon avis, parce que justement, oui, l'âge peut faire que, bon voilà, c'est vrai que quand on a atteint un certain âge, on peut estimer qu'on est un peu proche de la fin de sa vie. Mais justement, je m'attendais à ce que le poste de vice-président soit un peu plus large. Permettre par exemple à un jeune qui a 35 ans, qui a 36 ans, de pouvoir être par exemple vice-président de quelqu'un qui en exercice, parce que justement, c'est comment on fait pour que le président, une fois qu'il est déclaré invalide ou qu'il puisse laisser quelqu'un qui assure le pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Justement, à ce niveau, on constate que les deux remplissent les mêmes critères. Ça veut dire qu'à ce niveau, le législateur est assez rigide. Il dit, vous devez remplir les mêmes conditions. Maintenant, tant que le président d'exercice n'est pas déclaré inapte à exercer le pouvoir, le vice-président, il est là, juste à la grande chancellerie. C'est vrai que ce n'est pas une manière de diminuer la fonction, mais encore qu'à ce niveau, jusqu'à cette date, il n'est pas encore dit que quand on est grand chancelier du Bénin, on ne peut pas mener d'autres activités, même si c'est en privé. Aujourd'hui, si le vice-président en vient à être désigné, à être élu, comme le président, il devient grand chancelier et il lui est interdit même d'avoir une petite boutique à gérer. D'accord? Et donc, ça pose problème. Et donc, il devient efficace à partir du moment où il entre en fonction, parce que le président aurait été déclaré inapte à exercer le pouvoir. Maintenant, il y a également des éléments qui tiennent un peu à son entrée en fonction et à sa destitution possible par le président de la République. Ça veut dire que le président de la République peut décider une fois qu'il constate que le vice-président a commis une faute grave. Encore que la gravité de la faute n'est pas détaillée ici. Dans quelles conditions est-ce que le président peut estimer que le vice-président a commis une faute grave? On ne le sait que trop. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui entourent, à mon avis, le poste du président et qui méritent peut-être qu'on fasse appel à des sachants pour nous dire qu'est-ce qui a pu justifier ce choix. Moi, j'ai un peu de gêne et je pense que le législateur à ce niveau a été quelque peu rigide, comme l'a souligné Herman. Mais quand Herman dit qu'il aurait souhaité, par exemple, qu'il y ait un jeune, par exemple, de 35 ans qui ne remplit pas forcément les mêmes critères, mais c'est que dans les alinéas qui suivent, le vice-président est appelé à remplacer, à occuper le poste en cas de vacance de pouvoir. Donc, quand vous avez un jeune qui a 35 ans, quand il démarre avec le président et que chemin faisant, une démission survenait, un décès survenait du titulaire et que le vice-président doit prendre la place, il a 38 ans, ça va poser problème avec les articles qui précèdent, qui imposent que le candidat à la présidentielle doit avoir 40 ans révolus. Donc, il y a ces détails-là sur lesquels le législateur a travaillé. Mais dans un cas comme dans l'autre, on s'intéresse au contenu de ce poste, que tel que défini par les tests, on trouve, n'est-ce pas, qu'elles sont limitées. Et encore, quand on va poser les questions d'incompatibilité, n'est-ce pas, de ce poste, d'autres activités avec le poste, où il ne peut pratiquement exercer autre chose que rester
dans les 4 murs, en tout cas les limites des tests. Il ne peut pas exercer une autre activité. Ça veut dire que si c'est un promoteur de base, ça pose un problème. Si c'était un pasteur qu'on a amené et qui avait son église qu'il gérait, ça risque également de poser un problème à ce niveau. Oui, justement, lorsque vous acceptez le poste, être le vice-président d'un candidat, par exemple, c'est que vous acceptez les conditions édictées par la loi. Donc oui, ça, c'est ce que vous acceptez. Maintenant, il se trouve que la fonction qui est là, elle est plus ou moins limitée. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'un poste politique. On ne va pas forcément attendre qu'en dépit de tout, n'est-ce pas, que le président de la République, un peu comme l'a souligné hier le ministre des Affaires étrangères, même si je trouve qu'il est resté lui aussi quelque peu limité, il disait que est-ce que vous pensez que le président actuel, Patrice Talon, en effet, n'est-ce pas, aura un vice-président qu'il va laisser, il sera les bras croisés chaque fois? Or, le test n'est pas préparé seulement pour la période de Patrice Talon. C'est préparé pratiquement pour toute la vie de la République du Bénin, sauf, après avoir éprouvé les tests et voir donc la nécessité de les épousseter, apporter d'autres corrections. Donc, c'est dire que, comme c'est un poste politique, il y a possibilité que le vice-président soit sollicité. Et le président de la République, qui peut-être peut se trouver sur plusieurs fronts, peut se faire représenter à gauche. Ça a été dit par peut se faire représenter à gauche par le vice-président. Mais dans un cas comme dans l'autre, il faut reconnaître que les activités des deux, n'est-ce pas, engagent le duo. C'est-à-dire que quand le vice-président s'en va représenter le président de la République, ça engage le chef de l'État et ça engage toute la nation. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas de rien. L'article 54 a été beaucoup plus précis aussi sur ce point. Le président de la République, Herman Niamboussou, ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République, et ça a été clarifié par la suite, où il a été dit qu'il peut le représenter à titre exceptionnel à certains rendez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Alors, on va faire une comparaison. On fait une comparaison rapidement. Vous savez qu'aux États-Unis, on a un poste de vice-président, mais à ce niveau, le vice-président des États-Unis, il ne joue pratiquement aucun rôle. Il ne joue pratiquement aucun rôle, c'est le président de la République qui prend toutes les décisions. Mais ici, au Bénin, on a quand même réussi à trouver un contenu au poste de vice-président chez nous. C'est-à-dire donc que quelque part, nous avons évolué comparativement à un État que je venais de prendre en exemple. Herman Niamboussou. En fait, hormis le cas de vacances de pouvoir qui a été prévu par la Constitution, qui donc permet au vice-président d'entrer en fonction, je pense que le vice-président, dans le contexte actuel, à part également qu'il va assurer les fonctions du grand chancelier, donc il décore tout ce qu'il y a comme personnalité soumise à son appréciation. Le poste de vice-président, à mon avis, c'est un poste de garage. Et donc, je me dis, pour quelqu'un qui a des ambitions politiques, je ne lui souhaite pas d'être vice-président de la République Bénin, parce que justement là-bas il n'est pas sûr de pouvoir se mettre vraiment en valeur. Et donc la loi a prévu que le vice-président, le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président. Ça voudrait dire quoi? Qu'il est là et à part ces deux fonctions, il fait plus rien. Et pour en venir à ce que Wahaba dit, quand je parlais de vice-président un peu plus jeune, sans le dire expressément, c'est juste pour montrer à ceux qui ont voté la loi qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir 40 ans pour gouverner un pays. La France, l'exemple de la France est là. On peut gouverner un pays à partir de 35-38 ans. C'est ce que j'ai voulu. Oui, mais nous avons fait l'option, chez nous, de choisir comme date, en tout cas comme âge, limite, pour diriger la République. Oui, non, ce que Herman dit n'est pas négligeable, mais peut-être qu'au fil des années, on finira par travailler nos tests et revenir à ce détail-là. On aurait pu peut-être après, avec la révision de la Constitution intervenue, je crois, en 2019, n'est-ce pas, en novembre dernier, n'est-ce pas, on aurait pu ramener peut-être l'âge de 40 ans à 50 par exemple, et on fera également un autre commentaire. Mais moi, je me retrouve avec la réalité donc de la vice-présidence, n'est-ce pas, sur un terrain de sport, un terrain de football par exemple, où vous avez une équipe et que vous préparez par exemple, je dirais pas la relève. Mais comment dire, des remplaçants qui sont là, mais qui ne doivent pas forcément dépenser assez d'énergie
comme la première vague que vous avez déjà lancée sur le terrain pour les 90 minutes. Vous voyez? Donc, eux, ils ont déjà la formation, ils ont pratiquement les mêmes compétences que les joueurs titulaires que vous avez envoyés sur le terrain, mais ils attendent que dès que quelqu'un se montre défaillant sur le terrain, on puisse les envoyer. Donc, c'est un peu comme ça que moi je vois cela, pour que le président ou le vice-président plutôt, que le vice-président ne soit pas sollicité au même degré que le président de la République, au point à la limite d'être étouffé ou essoufflé lorsque le temps de remplacer le président de la République viendra. Donc, il dispose suffisamment de temps, il dispose suffisamment d'énergie pour pouvoir, en cas de besoin, n'est-ce pas, remplacer le président de la République en cas d'émission, d'invalidité et autres. Maintenant, ce qu'il faut voir, quand vous êtes élu sur la même liste, donc un duo qu'on présente, il se peut que ce soit l'aura du vice-président qui influence, et ça, positivement, la liste pour que vous soyez élu. Ça veut dire quoi? Qu'on met un vice-président qui influence l'électorat, l'équipe est élue, n'est-ce pas? Mais le président de la République, dans ce cas de figure, qui n'a peut-être pas fourni grand effort, a le pouvoir, selon les tests, de démettre le vice-président. Vous voyez, donc il y a les limites, à ce niveau que moi je m'interroge sur la suite. Oui, on pourrait tenter une fixation sur l'article 50 nouveau de la Constitution. En cas de vacances de la présidente de la République, pas décès, démission ou empêchement définitif, je lis le texte, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. La loi n'a pas précisé dans ce cas précis, les délais dans lesquels l'Assemblée nationale se réunit. Ça veut dire que si on est dans un système où l'Assemblée nationale est en froid avec le président qui est là, l'Assemblée nationale peut décider de se réunir 1, 2 semaines, 3 semaines après. Dans ce 48 heures. Non, ça n'a pas prévu un délai. Maintenant, il est dit la suite. Il désigne le vice-président qui serait déjà investi. Il désigne au plus tard 48 heures après l'appellation de serment et après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, un nouveau vice-président. Ça veut dire que lui, il est vice-président élu. Mais une fois qu'il prend les fonctions de président, il va désigner un vice-président. Je me demande pourquoi est-ce que lui, il est élu et l'autre va être désigné. Je pense que, en définitive, le poste de vice-président, peut-être qu'on va le mettre, on va mettre ça en œuvre, voir ce que ça donne. Mais toujours est-il que c'est un poste, j'ai pas envie de parler de vide, poste vide. Mais honorifique. Oui, c'est un poste honorifique. Il est là pour inaugurer les chrysanthèmes et il sera là parce que le président décide de lui donner ce qu'il veut, de lui confier ce qu'il veut. Mais en clair, ça ne donne pas de visibilité sur le terrain politique. Oui, en fait, c'est un poste purement stratégique. Et là où les grosses interrogations sont en termes d'élus et autres, n'est-ce pas, il y a des détails. Ce n'est pas qu'on le souhaite, mais il y a possibilité qu'au même moment, n'est-ce pas, il y a possibilité qu'au même moment, le président de la République et le vice-président, n'est-ce pas, soient frappés d'incapacité, n'est-ce pas, c'est peut-être extraordinaire, mais que les deux décèdent en même temps. Et là, ça va poser un autre problème. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Lorsque le président de la République et son vice-président, n'est-ce pas, sont frappés d'invalidité au même moment ou bien se décèdent au même moment. Vous voyez, il y a... Non, écoutez, c'est prévu ici que dans ce cas, c'est l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir. Ça fait, on retourne un peu à l'ancien système. Non, en fait, ce que je voudrais démontrer là, c'est pour dire que on retourne à l'ancien système, mais on procède donc à une élection. C'est bien ce que c'est pour dire que le poste de vice-président, bien que vide, n'est-ce pas, est un poste. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est vide. C'est pas vide. Oui. Non, c'est quand même une institution. C'est notre appréciation vide parce que bon, on ne le sent pas trop bousculé. Vous m'avez vu dans mes premières prises de parole, je disais que c'est un poste où on n'a pas voulu trop solliciter le vice-président de manière à ce qu'il ait suffisamment d'énergie pour qu'en cas de sollicitation en temps réel, n'est-ce pas, il puisse dépenser maintenant l'énergie qu'il avait accumulée. En tout cas, il y a un travail de fond qui se fait dans les états-majors des partis politiques, notamment au niveau des potentiels candidats à la présidentielle, ceux-là qui savent désormais qui se préparent à être dans la course, et c'est sûr et certain qu'il y aura des ambitions autour également pour être vice-président de la République. Vous voyez le poste, la fonction vide ou pas, en tout cas. C'est justement ça, ça existe des appétits. C'est pour montrer qu'en réalité, le poste de président, c'est un poste qui ne... On peut travailler à l'étoffer, peut-être. Pourquoi pas, mais toujours il faut qu'on fasse d'abord l'expérience. C'est le président de la République qui décide de donner au vice-président ce qu'il
la pratique, le vice-président aura exercé des fonctions qui vont au-delà de ce que les tests... Ça dépendra du président. Ça dépendra du président de la République et de la mission qu'il décidera il y a les premiers août qui sont là où au moins le vice-président aura participé. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons recevoir le secrétaire général national adjoint du bloc républicain, l'honorable député Robert Bihan. On parlera donc de la présidentielle d'avril 2021 avec son parti, le bloc républicain, qui a choisi Patrice Talon comme étant le candidat unique du bloc républicain pour la présidentielle de 2021. Mais avant, on va très rapidement parler de la réduction de la pauvreté, les microcrédits aux plus pauvres qui sont de retour, mais qui cette fois-ci changent de nom et deviennent microcrédits à l'AFIA, Wahab Ali Para. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'a véritablement pas senti les microcrédits aller aux bonnes dames. Cette fois-ci, c'est de retour, après donc une série de réformes engagées dans ce secteur. Non, c'est la preuve que le gouvernement actuel n'est pas permis au social. Et moi, j'avais dit ici sur ce plateau, peut-être que nous n'avons pas la même conception, la même interprétation, donc la même définition de l'expression, sociale avec le président de la République. Il a donc une manière de voir les choses. Ça veut dire qu'on a pris suffisamment d'étudier la manière dont les microcrédits, n'est-ce pas, fonctionnaient en République du Bénin. C'est une bonne initiative, même dès le départ, mais c'est peut-être la mise en œuvre qui posait problème. Sinon, on l'aurait carrément et purement supprimé. Donc, c'est la mise en œuvre qui posait problème. On a pris suffisamment le temps d'étudier et de voir qu'il s'agit d'une initiative à même d'accompagner les femmes pour exercer des activités génératrices de revenus. C'est un accompagnement substantiel de nos populations, des bonnes dames des régions et autres qui, bien entendu, s'occupent des ménages un peu comme les hommes. Vous voyez? Donc, que micro-crédit à l'AFIA vient pour donner à l'AFIA, parce que à l'AFIA, en langue d'Indi, c'est fait référence donc à la bonne santé et à une certaine disposition d'esprit et autres. Donc, c'est une bonne nouvelle qui est introduite dans les familles, dans les ménages. Et donc, c'est espéré que ces femmes puissent accompagner la mise en œuvre de ce programme-là, relatif donc au microcrédit, de manière à ce que demain, on n'en vienne plus à dire que dans la pratique, ça posait problème. Donc, je pense que ça, on a pris suffisamment le temps de corriger le fonctionnement des microcrédits tel que cela se faisait par le passé et que cette fois-ci, on va espérer que ce soit la bonne manière. Voilà, justement, les femmes ont la possibilité de demander entre 30 et 50 000 francs. Maintenant, ça dépendra de la taille de l'activité que vous menez, et lorsque vous réussissez à rembourser intégralement les 30 ou les 50 000 francs avec le taux d'intérêt qui est désormais de 4% au lieu de 8,5% comme ça se pratiquait avant, vous pouvez demander beaucoup plus en allant jusqu'à 100 000 francs, je crois. Alors, Herman Parfait, Agnam Boussou, des conditions qui sont assouplies, désormais le paiement se fera par mobile money, en tout cas téléphone, et autres. Ça viendra changer quoi dans l'environnement économique chez nous? Le contact humain crée la chaleur et ça crée aussi la corruption. La corruption, oui. Et donc, je pense que la réforme phare introduite dans cette activité de microcrédit aux plus pauvres, où ça ne me plaît pas trop de parler de plus pauvres pour moi, mais c'est ainsi dénommé le programme. Et donc, ça désormais, avec l'utilisation de l'électronique pour faire les transactions, ça permet d'avoir une traçabilité. Parce qu'on nous a dit par le passé que les SFD, les systèmes financiers décentralisés qui sont censés d'octroyer des crédits aux pauvres femmes essaient de faire quelques ponctions, essaient de gérer les choses à leur manière, de sorte que les femmes ne sont pas réellement bénéficiaires de ces crédits-là. Je pense que c'est mal connaître Biochane, je vais encore lui parler de lui ce matin, l'homme qui depuis qu'il n'était même pas encore, qui n'était plus au gouvernement, avait déjà initié le programme Donga Women Microcrédit, qui est un programme qui a fait fureur, je ne sais pas si ça continue encore, mais bon, qui est un programme qui a fait parler de lui à Djougou pour les femmes qui bénéficiaient. Donc, cette relance de microcrédit, je pense que c'est une manière pour le gouvernement actuel de voir d'abord ce qui a été fait, de corriger ce qui peut encore l'être, et donc ça permet aux femmes de pouvoir entrer en possession des fonds. Mais attention,
le gros problème, c'est le remboursement de crédit. Parce que par le passé, on nous a dit que les femmes prenaient les crédits, on leur disait que c'est les sous du gouvernement et qu'on pouvait bouffer comme on le veut. La dame prend les sous, c'est le mari qui les récupère, qui va s'acheter un petit vélo pour les enfants et tout, alors même que c'est censé financer des activités génératives de revenus. Je pense qu'il faut, avec ce nouveau système, ça permet un suivi des femmes et avec un petit boulot de sensibilisation, les femmes pourront, je crois, rembourser ces différents crédits qu'on va leur octroyer. Merci Herman, vous restez en place. Merci à vous Wahab Ali Para pour nos échanges plateau de ce matin. Nous allons recevoir maintenant notre invité politique qui nous vient il faut saluer aussi, il faut aussi parler de ce que pourrait faire le CES pour aider un peu ces femmes aussi à pouvoir rembourser ces crédits. Mais bon, ça oui, justement, le Conseil économique et social qui est concentré sur le budget général de l'État, je dirais, en tout cas, avec cette rencontre qu'il y a eu. C'était lundi dernier, oui, je pense. En début de semaine, puisque les questions de budget sont annoncées. C'est dans les tests constitutionnels que le Conseil économique et social, avec à sa tête bien, n'est-ce pas, est sollicité à apporter un avis consultatif sur tout ce qui est budget général de l'État. Et cela se fait de fort belle manière avec l'équipe en place. Le ministre donc de l'économie et des finances était sur place et même en son absence, il y a le garde des Sceaux qui d'ordinaire le remplace pour que le travail se fait. Il y a eu de la pertinence au niveau du ministre de l'économie et des finances qui a donc enregistré une certaine pertinence dans les observations apportées donc par le CES, par les conseillers, après lecture et examen par le CES. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne leur introduit pas le projet pour qu'ils essaient de lire et se taire. L'avis consultatif est apporté. Je pense que ce qui est intéressant, ce sont les questions, c'est-à-dire l'interactivité qu'il y a eu, les questions posées par les conseillers et la satisfaction qu'il y a dans les réponses apportées par le ministre de l'économie et des finances. C'est donc souhaité qu'au-delà, n'est-ce pas, de ces échanges qui ne se font que peut-être une seule fois dans l'année, puisque en termes de budget, s'il n'y a pas à faire de recadrage et autres, c'est une seule fois que la rencontre se fait, c'est créer peut-être un cadre qui permette à ce que le nombre de rencontres, n'est-ce pas, sur des questions qui relèvent de l'intérêt général de l'État, de toute la nation, que le CES puisse apporter son appréciation au gouvernement de manière à ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, que cela soit pris en compte. Et je pense que à cette rencontre, ça a été en tout cas une des suggestions du président du Conseil économique et social, la création d'un cadre dans lequel les conseillers ou les hauts conseillers de la République, comme ils aiment bien qu'on les appelle, se retrouvent avec le ministre des Finances ou les responsables du ministère des Finances pour échanger sur les questions liées donc à l'économie nationale. Oui, Erwan Parfait, Aniamosou, Augustin Tabekbien, président du CES. On rappelle également qu'il est le président de ce cadre de concertation pour l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. C'est montrer que, en tout cas, l'institution joue convenablement son rôle. Donc, on nous enseigne à l'université que la bonne santé politique est tributaire de la santé au plan social et au plan économique. Quand la bonne dame va au marché, qu'elle peut arriver à écouler ses produits, qu'elle peut arriver à revenir à la maison, qu'elle peut aider son mari à gérer le foyer, je pense que tout va bien et donc le politique n'est que grandi. Et donc je pense que oui, le CES, qu'il vous rappelle, qu'il vous souvienne également que au temps fort des débats autour de la Constitution, on a parlé de la suppression du CES, un peu comme pour amuser la galerie, un peu comme pour intoxiquer. Vous voyez bien que le CES est en train de jouer son rôle avec à sa tête Augustin Tabekbien, qui a d'ailleurs reçu, vous l'avez rappelé tantôt, le ministre des Finances, lequel est allé lui témoigner toute son admiration pour tout ce qu'il fait dans le cadre. Et quand vous voyez déjà la composition du CES, vous vous rendez compte que dedans, il y a d'abord le secrétaire général de la Confédération syndicale, il y a des artisans, il y a un peu de tout. Donc, je pense que le CES intervient aujourd'hui comme étant
le creuset même où il y a toutes les couches de la société béninoise, toutes les sensibilités. Donc, ne pas mettre de côté le CS pour mettre en œuvre un budget, je pense que c'est une erreur. Et c'est ce que les gouvernements successifs ont compris. Le CS a toujours joué un rôle très, très important dans la conception des budgets, dans tout ce qui est fait au Bénin. Et vous avez évoqué le cadre de concertation où la plupart de nos élections ont eu l'accompagnement du CES et en l'occurrence du président du CES, qui est d'ailleurs le président de ce cadre actuellement, pour être facilitateur, pour permettre à ce que là où il y a blocage, il puisse aider à débloquer. Je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir introduit ce sujet. Herman Ademo. Je pensais juste... voilà. On va recevoir tout à l'heure Robert Bouyan, secrétaire général national adjoint du Bloc républicain, pour revenir sur l'actualité électorale. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Et voilà, l'actualité politique. Ce matin, on continue de parler de cette activité du bureau politique national du parti Bloc républicain qui a fini par désigner son candidat. Il s'agit de l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon. Et pour revenir donc sur cette actualité, nous recevons pour vous le secrétaire général national adjoint du Bloc républicain, honorable Robert Bouyan. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Herman. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, vous vous êtes retrouvés lundi 26 octobre pour décider du choix de votre candidat pour la présidentielle de 2021. Et c'est Patrice Talon que vous avez choisi. Pourquoi? Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'était le lundi 19 octobre que le bureau exécutif national du parti Bloc républicain s'est réuni pour la désignation du candidat. Parce que selon les tests du parti, le bureau exécutif national fait des propositions, le bureau politique adopte, le conseil national arrête et le congrès investit. Ça, c'est le statut, ça. Mais comme nous sommes dans une période transitoire, on s'est limité au bureau politique. Donc, lorsque le bureau exécutif national a fait son choix sur la personne du président Patrice Talon, président en exercice, nous avons, et avant-hier, lundi 26 octobre 2020, nous avons fait une réunion du bureau politique pour soumettre la proposition. Donc, cette réunion s'est déroulée le lundi à la salle bleue du Palais de Congrès. Et à cette réunion du bureau politique, il y avait été élargi, j'allais dire, des ministres
du BR, les 10 ministres du bloc républicain, tous les députés du bloc républicain et les 29 maires élus du bloc républicain. Oui. Donc, à cette rencontre, le secrétaire général national, Abdoulaye Biachane, a soumis la proposition du bureau exécutif national à l'approbation, à l'adoption du bureau politique. Ça s'est passé comme il était à la pause, parce que tous les membres du bureau politique qui étaient là ont approuvé, ont adopté cette proposition par acclamation. Avant de revenir sur les détails, oui, vous avez choisi la date du 26 octobre pour cette activité. Un hasard de calendrier ou vous êtes référé donc à l'histoire? Non, c'est un hasard. C'est un hasard, non. La date du 26 octobre, bon, d'accord. Je rappelle que c'est un général qui... C'est un pur hasard. Ce n'est pas un symbole, non, c'est un pur hasard. Alors, donc, vous avez posé la question de savoir pourquoi le choix a été porté. Et vous voyez, notre parti, le Bloc républicain, depuis sa création, je crois que c'était en décembre 2018, et a la même vision que le chef de l'État. Nous avons soutenu le chef de l'État parce que sa vision était conforme à la nôtre au parti. Donc, c'est un homme de développement, c'est un homme qui aime sa patrie. Donc, on a analysé les 5 années qui viennent de s'écouler. On a estimé que tout ce qu'il a fait nous convient et il serait inadmissible qu'on le laisse partir. Donc nous avons estimé que c'est ce monsieur qu'il faut pour continuer le développement de notre pays, le Bénin. Donc c'est ça qui nous a motivés. Alors c'est la vraie raison, mais le Bloc républicain c'est quand même un parti, même si c'est un parti qui soutient à fond le chef de l'État et son premier responsable qui est d'ailleurs membre du gouvernement et occupe un poste pas des moindres, ministre d'État. Pourquoi n'avoir pas porté votre choix sur sa personne? Je veux parler d'Abdoulaye Biachane. Oui, merci beaucoup, c'est vrai, beaucoup de gens, beaucoup de langues disent Biachane est présidentiable, c'est vrai. Il est présidentiable, il a d'ailleurs été 2 fois candidat à l'élection présidentielle, c'est vrai. Et vous voyez, le choix du bureau exécutif national du parti Bloc républicain, je vous ai dit, c'est un choix qui a été fait librement. Nous étions 17, nous sommes 17 membres, et les 17 membres à l'unanimité ont choisi le président. Y compris Abdoulaye Biachane. Bien sûr, y compris. À commencer par lui d'ailleurs. Vous voyez, beaucoup de gens vont croire que Abdoulaye Biachane est frustré. Non, pas du tout. Abdoulaye Biachane, depuis 5 années qui sont en train de s'écouler, a travaillé aux côtés du président Patrice Talon. La vision de Biachane coïncide avec celle du président Patrice Talon. Même si Biachane était élu président, ce que le président Talon a été de faire, c'est ça qu'il va faire. Donc il se sent responsable de ce qui se passe. Il est un acteur qui accompagne le travail que le président Patrice Talon vient de faire. Donc lui-même il a estimé que si le président Talon est candidat, donc ça l'arrange aussi. Il va être à ses côtés pour toujours continuer à développer notre pays. Donc, ce n'est pas de frustration, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, il n'est pas frustré, bien au contraire, vous l'aviez dit, il fait partie des premiers à faire la proposition. Robert Bouillard, oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde cette actualité, on se pose quand même la question de savoir si vos militants, à la base, c'est vrai que vous avez développé un peu la procédure qui vous a emmené à désigner le candidat, mais est-ce que vos militants, à la base, épousent votre idée depuis que cette annonce a été faite? Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est le sommet du parti qui a décidé, c'est vrai. Mais avant qu'on en arrive là, on a quand même fait des sondages, on a eu à rencontrer des militants à la base et on leur a proposé, bon, pas proposé, mais on a échangé avec ces militants et ils n'ont pas été surpris. De toute façon, la décision du bureau politique du lundi 26 octobre passé n'est pas une décision qui est contestée. On va revenir sur une expression, apparemment c'est vous qui l'avez prononcée, quand vous parlez de Patrice Talon est l'unique candidat ou le candidat unique du parti Bloc républicain. Oui. Pourquoi cela? Pourquoi voilà. Le président Patrice Talon est le candidat unique du Bloc républicain. Pourquoi? Dans nos tests, le bureau exécutif national peut proposer plusieurs candidats. Vous voyez, ces candidats sont arrivent au niveau du bureau politique qui trie et finalement, si c'est 2, 3 qui vont se retrouver au niveau du Conseil national, qui va finalement trier, si c'est 3, 4, un seul à proposer au Congrès. Donc c'est parce que plusieurs candidats pourraient être proposés que nous avons parlé du candidat unique, de la candidature unique du président Patrice Talon.
On n'a pas eu. Dans d'autres partis, je ne sais pas, hein, il y a des partis qui soutiennent le président aujourd'hui où ils ont voté. Ils ont voté Talon et un autre. Et Talon a battu. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est une décision collective. Il n'y a pas eu de vote. Donc, c'est le seul candidat que nous avons estimé quand même de nous permettre de développer notre pays, le Bénin. Vous l'avez informé, Patrice Talon, est-il informé officiellement que vous le choisissez comme candidat ou vous attendez? Non, il n'était pas sur le terrain. Moi, il n'était pas sur le territoire national. Je crois qu'il était en Europe. Et je suis rentré soit hier ou bien aujourd'hui. De toute façon, qu'on l'informe avant de prendre la décision, qu'on ne l'informe pas, ce n'est pas important. Il ne peut pas refuser. Parce que je connais l'homme. Il a sacrifié sa vie pour développer le Bénin, pour aider. En fait, la question, c'était pour avoir avec vous son état d'âme. Non, c'est pour dire que si c'est pour le Bénin, sa patrie, le président Patrice Talon est prêt à encore s'investir. Vous savez que le poste présidentiel qu'il occupe, il occupe malgré lui parce que il est presque comme en prison, il ne peut plus sortir, il ne peut plus danser, il ne peut plus conduire les voitures, tout ça là. Même s'il le fait par moment. Oui, il ne peut pas moins le faire. Donc si nous avons pris la décision, parce qu'il faut dire que notre décision, nous le portons, ce n'est pas le soutien simple, nous le portons. Donc on ne peut pas aller à ce niveau de responsabilité au sein du parti et qu'on dise que c'est le président Talon que nous voulons porter et qu'il le refuse, donc il ne peut pas. Pour l'amour du Bénin, il va l'accepter. Alors, oui, allez-y. Est-ce qu'en désignant Patrice Talon candidat unique du BR, c'est une manière de régler le problème de parrainage au sein du BR? Non, pourquoi? Le parrainage, quel problème ça pose? Ce qui est certain, Patrice Talon est notre candidat. Il aura le parrainage nécessaire qu'il faut pour être retenu. Il faut 16. Oui. Il aura au moins 16. Pourquoi pas une vingtaine? Donc le problème de parrainage ne se pose pas. Si le président Patrice Talon a eu 16 ou 20 ou 22 parrains, ça suffit largement pour qu'il soit rempli les conditions pour être candidat. Je ne sais pas, c'est votre question. Il faut oui, justement. Est-ce qu'en décidant de faire Patrice Talon le candidat du BR, le BR n'a pas choisi ainsi de sacrifier l'ambition politique de Abdoulaye Bio-Tchane? Non, je vous ai dit non. Quelle ambition politique? Non. On est en démocratie. Un présidentiable, oui, 2011... le poste président de la République, c'est un seul poste. Ce n'est pas plusieurs. Ce n'est pas une fin en soi. Plusieurs politiciens, hommes politiques, j'allais dire, ont voulu être président dans ce pays, n'ont pas pu l'être. Et moi, si j'étais candidat, vous le savez bien. Donc, je crois que ce n'est pas sacrifier, non. Ce n'est pas être président de la République qui signifie qu'on peut développer notre pays. Le ministre d'État, Abdoulaye Bio-Tchane, est très à l'aise d'être avec le président Patrice Talon. Et il le sera encore si le président Talon était réélu en 2021. Il peut toujours être à ses côtés. Pourquoi pas? Donc je crois que ce n'est pas qu'on a sacrifié l'avenir pour le début, c'est bien au contraire. Il est à l'aise avec le président Patrice Talon parce que sa vision correspond à celle du président Patrice Talon. La réforme des partisans voudrait que le candidat à une élection présidentielle ne soit plus quelqu'un qui n'appartiennent pas à une formation politique. C'est bien cela. Pourquoi est-ce que le BR décide, au lieu de désigner un candidat en son sein, de porter le choix sur quelqu'un qui, à cette date, n'a pas encore dit s'il est du BR ou de l'UP ou d'une formation politique? Où on commence la question, est-il il est même donneur du parti. Même donneur du parti, bloc républicain. Alors, est-ce qu'à ce niveau, la réforme du système partisan n'a pas échoué à ce niveau? Non, bien au contraire, bien au contraire. Vous voyez, vous décidez de choisir un candidat qui n'est pas membre du... En fait, vous avez dit qu'il est... Vous avez des preuves? Non. Aucune preuve. Le président Patrice Talon, ce que c'est au moins, il est membre d'honneur du parti bloc républicain. Ça, c'est clair. Il est aussi membre d'honneur du parti progressiste de Moël Bénin, de l'IDBN et de tous les partis politiques. Bon, ça, je ne sais pas. Je sais qu'il est membre d'honneur du parti bloc républicain. Ça, je le sais. Je suis de cela. Bon, pour les autres, bon, certainement, c'est la même chose. Mais bon, je confirme pour le bloc républicain, il est membre d'honneur. Est-ce que le but, c'est pas d'avoir un membre plutôt actif désigné candidat de cette parti politique-là? Non, vous voyez, il n'y a pas un idée dans cette affaire. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, après nos analyses, nous avons estimé que le président Patrice Talon, après tout ce qu'il vient de faire, mérite d'être reconduit. Sinon, ce serait un gâchis pour nous. Donc, c'est pour cela qu'on a estimé que c'est le meilleur candidat actuellement. Ce n'est pas qu'on sous-estime X ou Y, non. Même le président, le ministre d'État Bio-Tchane, a estimé que Patrice Talon, dans cette foulée, si on le reconduit, le Bénin va gagner, le Bénin va être propulsé sur le plan national et sur le plan international. Ça sera vraiment
un Bénin qui sera encore révélé davantage. Alors, vous épousez la vision du président Patrice Talon. Vous voulez qu'il revienne pour un second et dernier mandat. Oui. Déjà, y a-t-il un contrat qui vous lie? Non, pas de contrat. Le contrat, c'est le peuple béninois. Non, pas de contrat. Notre souhait, c'est que le président Talon vienne encore pour un second mandat, pour encore impulser le développement du Bénin. Donc, c'est le succès qu'on attend de lui qui est notre contrat. On n'a pas un avantage quelconque à lui demander, non. Parce que le Bénin est pour nous tous. Il est là pour aider le Bénin à se lancer, à se développer. Et c'est ça qui nous récompense. Est-ce qu'en disant Patrice Talon, candidat unique du bloc républicain, l'équation vice-président a déjà été résolue au sein du BR? Peut-être, pourquoi pas, que le vice-président soit peut-être Buya Tchané, ou soit vous-même qui êtes sur ce plateau. Bon, vous voyez, ce débat n'est pas encore à l'ordre du jour ici. Ce qui est important d'abord, c'est d'aller au numéro 1, qui est le président, qui est la candidature du président. C'est les deux. Et il peut m'arriver que le vice-président porte le président. Mais il faut aller étape par étape, vous voyez. Nous avons choisi le président, nous avons porté le président Patrice Talon pour être le candidat du bloc républicain à la présidentielle de 2021. Cette étape, nous allons lui dire que c'est lui qu'on a choisi, on va se retrouver certainement, et pour lui, bon voilà, notre choix, c'est son goût. Maintenant, la seconde phase, c'est le choix du duo, n'est-ce pas? Oui. Le duo va être cette heure proposé par les partis. Mais la réponse, le choix, la décision finale revient au chef de l'État. C'est lui seul qui va dire, c'est Herman, c'est Christian que j'ai choisi pour être... C'est Robert. bon d'accord, c'est Robert. Ainsi de suite. Donc ce débat-là, à mon sens, n'est pas compliqué. C'est pas un débat compliqué. Comment éviter les frustrations une fois qu'il aura désigné le vice-président? Si le vice-président peut-être, parce qu'aujourd'hui, les militants du BR pensent que le vice-président va être Buya Tchané. Est-ce que vous, d'abord, la question c'est de savoir... Il faut rectifier. Non, rectifier. Les militants n'ont pas dit que c'est Buya Tchané ou bien c'est Robert. À défaut d'être président, les militants pensent que c'est Buya Tchané qui doit être... C'est vous qui le pensez comme ça. Alors, Buya Tchané n'est pas dans cette logique pour dire... Bon, à défaut d'avoir été écarté, bon, je veux une consolation. Non, c'est pas dans cette logique. Nous ne sommes pas dans cette logique. Est-ce que vous cracherez, le BR cracherait sur le poste du président? Vous, par exemple, vous personnellement, Robert Bion, vice-président du Bénin, Mais pourquoi vous voulez que je crache? C'est une mission républicaine. Si on a choisi Pierre Talon pour être candidat et qu'il accepte, si on choisit quelqu'un d'entre nous pour être vice-président, pourquoi on ne va pas accepter? C'est de la même logique. Est-ce que le poste de président, pour vous, ça a du contenu? Être vice-président en l'état actuel des postes? Vous voyez, ce qui a contribué à instaurer le système de vice-présidence, c'est assez clair. Je suis législateur, je suis à l'Assemblée, on a échangé. Ce qui est important, c'est la raison fondamentale qui a amené les députés à instaurer la vice-présidence. C'est ça qui est important. Parce qu'on veut avoir des élections générales à bonne date la même année. C'est ça qui est d'abord important. Le vice-président étant avec le président, on est garanti qu'il n'y aura pas de vacances de pouvoir. C'est ça qui est d'abord important. C'est ça qu'on a voulu régler. Mais le reste, bon, on verra. Dans les faits, on va voir la suite, on va gérer. Le Bénin est toujours là pour étonner le monde. À quel moment faut-il attendre que Patrice Talon lève la main pour dire qu'il a accepté votre proposition de le faire candidat? Il ne peut pas, je vous ai dit qu'il ne peut pas ne pas accepter. Pour la simple raison qu'il a une mission. Les 5 années qui viennent de s'écouler là, il a fait beaucoup de choses. Nous, on a estimé que c'est insuffisant. Il faut qu'il aille à un second mandat. Donc, par rapport à cette volonté du parti de voir quelqu'un qui va encore impulser un Bénin beaucoup plus révélé que ce qu'il était, je crois que cette raison suffit pour que le président Patrice Talon dise je suis d'accord. Il ne peut pas refuser, il ne peut pas. Les couloirs disent que c'est la course au poste du président qui a fait que le BR s'est vite levé pour soutenir Patrice Talon, pour même déclarer laissant lui faire d'abord le premier à dire nous avons soutenu. C'est ce qu'on appelle la béninoiserie, c'est pas vous. Quand on pose un acte, on trouve toujours la raison pour laquelle l'acte est posé. Non, pas du tout. Nous, on n'est pas dans ces calculs-là. Je vous ai dit que seul le président de la République, Patrice Talon, saura qui sera son duo pour la candidature. Comment vous voulez l'aider à éviter des crispations de l'ambiance politique autour de lui? Parce qu'il y a Moël Bénet qui a déjà dit qu'il est son candidat, il y a le BR qui est là, on attend peut-être l'UP, et il y a l'UDBN qui dit si les candidats nous le soutenons. Comment comptez-vous l'aider à éviter qu'il y ait des frustrations? Non, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de jalousie.
Nous, le BR, on a dit ce que nous voulons. Bon, l'UP va dire c'est la même chose, c'est ça. Le moyen de bénéfice, tout ça là, mais c'est pas un problème ça. Si d'autres partis viennent dire qu'ils le soutiennent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jalousie là. Hein? Ce qui est certain pour nous, c'est que nous voulons la victoire en 2021. Tout ça là, ça contribue, ça participe à la victoire. Comme chez moi, en Bariba, on dit, lorsque le serpent dans sa pousse glisse, c'est que la pousse est bonne. Hein? Donc, si beaucoup viennent appuyer, nous appuyer pour que le président soit candidat, donc naturellement pour qu'il soit élu, c'est une bonne chose. Donc il n'y a pas de frustration que 5 ou 4 ou 2 ou 3 partis soutiennent le président pour sa réélection. Je crois que c'est une bonne chose. Alors, selon vous, quels sont les critères qui vont gouverner au choix du vice-président, pas Patrice Talon? Non, vous connaissez bien. Est-ce qu'il va préférer l'homme... Il n'y a pas de critères fixes. Seul le président peut savoir quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il va avoir comme vision et du vice-président qui sera à ses côtés. Parce qu'il faudrait d'abord qu'ils soient élus tous deux. Et l'élection, c'est qu'il faut l'adhésion de beaucoup de militants. Oui, bien sûr, une fois. Est-ce que Patrice a choisi de prendre par exemple moi qui n'a aucun électorat, je peux prendre comme vice-président, il faut qu'il prenne quelqu'un comme vous qui maîtrisez Bembereke et tout. Toi, si tu n'as aucun électorat, il ne peut pas te prendre, ça c'est clair. C'est ça, c'est clair. C'est d'abord l'électorat, d'abord le... Non, il y a des critères certainement qui sont propres au président pour faire le choix du vice-président. Est-ce que la balance nord-sud pourra gouverner aussi le choix du vice-président? Bon, je ne sais pas. Bon, c'est vrai, on dit... Un président du Sud, un vice-président du septentrion, bon, l'idéal aurait été ça. Mais le président... Pour gagner l'électorat du Nord, surtout. Oui, bon. De Bembereke, de Gambia. Ce que vous dites, ce n'est pas bête. Président du Sud, vice-président du Nord, ou bien président du Nord, vice-président du Sud, bon, ça va quand même pacifier le pays, ça c'est vrai. Mais d'autres raisons peuvent le chef de l'État décider autrement. Mais ce que vous dites, ce aurait été l'idéal, ça c'est vrai. Alors, le calendrier du Bloc républicain, à partir de la désignation, du choix de son candidat, quelles sont les autres étapes? Oui, bon, nous allons d'abord rencontrer le chef de l'État. Nous allons régler le problème de la vice-présidence au niveau de tous les partis, parce qu'il est désigné, il va accepter. Il faut... Vous allez le contraindre? Oui, bien sûr, il n'a pas le choix. Ça, si je vous le dis, il ne peut pas refuser ça. Il ne peut pas refuser. On va aller contraindre, ça c'est clair. Bon, après cette étape, il faut nécessairement qu'on ait le vice-président, qu'on connaisse le vice-président, que le duo soit constitué. Puisque le président Patrice Talon va dire, bon, je suis candidat, il va rester là 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans dire le duo. Donc, lorsqu'on va régler le problème du duo, bon, je crois qu'on sait que tout est maintenant compact. Et vous allez lancer la machine. On peut lancer le reste. Directeur de campagne de Patrice Talon? Pourquoi pas? Vous? Oui, pourquoi pas? Vice-président de Patrice Talon? Pourquoi pas aussi? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, justement, sur la question du parrainage, est-ce qu'au sein du BR, c'est définitivement réglé ou des élus BR peuvent aller parrainer? Oui, voilà, ça, les gens s'inquiètent. Vous voyez, on ne peut... Il y en a qui pensent que, parce que BR et IP ont tous les parrains pratiquement moins 6, tout à fait. On pense que c'est Patrice Talon seul que nous allons parrainer. Non! On ne peut pas faire des élections non inclusives, ça c'est pas possible à la date d'aujourd'hui. Donc on est tenu de parrainer beaucoup d'autres candidats, de l'opposition naturellement. Donc ce problème sera réglé. Les candidats, les parrains que nous sommes, députés et maires, nous allons parrainer librement des candidats. Est-ce que le parrainage confidentiel, ça arrange, c'est de nature à arranger le BR? Oui, bon, puisque normalement, le parrainage est un acte républicain. Le député n'a pas un mandat impératif. Donc on ne peut pas dire que les partis vont se soumettre leur dictat aux maires et aux députés. Non, c'est pas ça. C'est pour cela qu'on a dit que les parrains, les députés et maires que nous sommes, nous allons parrainer librement, sans contrainte. Bon, c'est vrai, peut-être que il peut y avoir quelques conseils à donner aux uns aux autres. Parce qu'il ne faut pas que les mêmes personnes parrainent une seule personne. Il faut qu'on puisse quand même élargir, il faut dire, vous allez aller ici, vous allez là-bas, librement. Donc, ce qui est certain, on garantira quand même le parrainage de notre candidat, le Patrice Talon. Ça, c'est clair. Comment comprenez-vous qu'on puisse parrainer un candidat sans le soutenir? Oui. Est-ce que c'est pas manquer de conviction, ça? Non, c'est pas manquer de conviction. Je suis député, je parraine la candidature de Robert Guillan, mais je ne le soutiens pas. Oui, bien sûr, c'est ça qui va passer. On va parrainer beaucoup de candidats sans le soutenir.
Pourquoi? Parce que je peux en même temps parrainer votre candidature et m'afficher ouvertement derrière un candidat. Pourquoi on parraine? On veut qu'il y ait beaucoup de candidats. On veut qu'il y ait beaucoup de candidatures. C'est pour ça qu'on parraine. Mais une fois les candidatures sorties, si c'est 8, si c'est 6, je n'en sais rien, mais une fois qu'ils sont parrainés, ils ont un parrainage, c'est fini ça. Chacun va de son côté. C'est pas parce que j'étais parrainé que je te soutiens, non. Il était parrainé pour te permettre d'être candidat en tant que citoyen béninois. Donc c'est ça la raison. Si vous avez imaginé le cas de figure où je parraine un candidat, je ne le soutiens pas. Et ce candidat, il est élu. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pourrez lui dire après, j'étais donné ma parrainage, non, tu lui as donné ton parrainage, pas en tant qu'individu, mais en tant que député de la nation. C'est la nation qui a... Et à la fin des choses, ne croyez pas qu'il est élu, le gars, il est élu président. Dans ce cas, je fais comment? Je négocie avec lui, je dis, je t'ai parrainé, donc tu me dois des choses. Bon, non, je crois que ça c'est mal. Il y a certains qui voient dans ce principe de parrainage une autre forme de corruption, des achats de parrains et autres. Qu'est-ce que beaucoup de gens disent que les députés, les maires vont monnayer ça. Non, je ne pense pas. Je crois que le niveau qu'on a atteint aujourd'hui de conscience ne permet pas à un député d'aller marchander son parrainage, ni un maire. De toute façon, au sein des partis, nous allons y veiller. Ça ne peut se passer pas comme ça. On ne peut pas parler de lutte contre la corruption et dire c'est pas bien et qu'on se lève député ou bien maire pour aller prendre de l'argent. Non, on va veiller à cela et ça ne sera pas comme ça. D'accord. Dernière question. Que peut-on espérer pour le second mandat de Patrice Talon? Toujours serrer les ceintures, ou bien la rigueur, on va pouvoir déserrer les ceintures, être bête. Non, les ceintures, d'accord, on les a serrées. Parce qu'on a tellement serré les ceintures. C'est un débat, je n'aimerais pas revenir sur ça. On parle de banque sociale, mais c'est pas vrai. Le social, je ne veux pas revenir sur le débat du social, mais le social, quand même, est fait. Et je crois que le second mandat de Patrice Talon va nous révéler beaucoup de choses qui n'avaient pas pu terminer. Il va les terminer. Je crois que Herman, tout ça bien. Christian aussi, tout ça bien. Je crois que le second mandat de Patrice Talon, justement, c'est ça, c'est là. Parce qu'il a semé, on a arrosé, les graines sont en train de pousser, on va récolter les fruits bientôt. D'accord. Merci à vous, Robert Bian, secrétaire général national adjoint du Bloc républicain. On parlait donc de la présidentielle de 2021 et justement du choix du parti Bloc républicain de son candidat unique en la personne de l'actuel chef de l'État, le président Patrice Talon. Merci à vous, Herman Parfait. Je vous renvoie avec la revue de presse juste après la pause pub. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous recherchez une formation qualifiante dans les métiers d'expert comptable, de banquier, d'assureur, de communicant, de gestionnaire d'entreprise et de spécialiste des ressources humaines. L'Institut supérieur d'expertise et de gestion, fondé et dirigé par une association d'universitaires et de professionnels, prépare au diplôme d'état de licence et master dans les filières comptabilité, contrôle de gestion et audit, management des ressources humaines, banque, finance et assurance, marketing et communication. À l'ISEG, préparez également votre diplôme d'expertise comptable suivant le cursus français, en présentiel et via notre système de e-learning. Grâce à nos partenariats avec une vingtaine d'entreprises et institutions, l'ISEG garantit les stages d'immersion professionnelle à tous ses apprenants. Mieux, votre mobilité académique vers les universités partenaires du Bénin, de la Tunisie et du Cameroun est assurée. Pour tout renseignement, rejoignez notre campus 6 à Cotonou, Bedroumende, 2e rue après le Carrefour Saison Poule et sur notre page Facebook ISEG Bénin. Ou appelez le 229 21 32 10 43 ou le 66 51 76 50. Site web www.isegbénin.org. ISEG, l'expertise à votre portée. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avenue de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Et voilà, la revue de presse sera rattrapée en cours de journée autour de midi. Toutes nos excuses. Nous allons retrouver Narcisse Alossé qui se prépare. Il n'a pas fini. C'est pas grave. On se retrouve vendredi prochain dans votre matinale Actu Matin. Nous sommes jeudi. Demain, c'est la fête de Maouloud. Nous souhaitons une très bonne célébration à toute la communauté musulmane. Quant à nous, rendez-vous vendredi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir, avec l'ensemble des chroniqueurs en plateau. Bonne journée du jeudi, au revoir et surtout, gardez le sourire. Votre chaîne Canal 3 Bénin.